Je crois qu'on est prêt à débuter ce moment qu'on va passer ensemble sur la question des maladies négligées. Merci à vous d'être venus jusqu'à nous par ces temps difficiles où les gens sont fatigués de marcher, de se déplacer. Donc merci à vous d'être là. Comme vous pouvez le constater, à ma gauche, il y a une chaise vide. C'est la chaise de Christian Johnson de la Fondation Raoul Follereau qui, malheureusement, est coincé quelque part à une quarantaine de minutes d'ici. J'espère qu'il va pouvoir nous rejoindre avant la fin de ce moment d'échange. Et puis, pour pouvoir lui donner la parole, parce que, bien évidemment, la Fondation Raoul Follereau a été très active dans l'organisation et la mise en place de cette conférence. Et donc, ce serait dommage de ne pas bénéficier de sa propre expérience. Mais nous avons à droite Alexandra qui travaille au Bénin et qui nous parlera de son expérience sur ces questions-là. Fanny Chabrol qui travaille à l'IRD, qui travaille aussi sur ces problématiques de façon plus globale, sur les questions de santé globale. Et Sarah Crochon de l'AFD, l'Agence française de développement, qui nous touchera, je vous dirai tout à l'heure, un petit mot sur les modèles, sur ces problématiques de maladies négligées. Donc très rapidement, juste pour essayer de planter un petit peu le décor des maladies tropicales négligées, je voulais juste rappeler rapidement qu'on parle d'une vingtaine de maladies. C'est 1 personne sur 7 qui sont touchées. C'est à peu près 500 000 personnes qui meurent de ces maladies-là par an. Sont concernés plutôt majoritairement les pays qu'on appelle à bas revenus. Et dans les pays à bas revenus, les populations qui sont excessivement pauvres et qui vivent environ avec $2 par jour. On parle de maladies tropicales négligées. C'est un terme qui a été utilisé et mis en place il y a à peu près une vingtaine d'années dans le but justement d'essayer de donner de la visibilité à ce groupe de maladies dites négligées. Négligées, pourquoi ? On va essayer de trouver des réponses à ces questions-là. Négligées parce que peu de moyens, je l'ai dit, ce sont des populations qui sont relativement pauvres. Ce sont aussi des pays qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers et donc qui ne sont pas très intéressants, entre guillemets, pour les mécanismes de l'industrie pharmaceutique, puisque bien évidemment, dont le modèle cherche à recouper les fonds et les investissements qui sont faits. Il y a assez peu de recherche et de développement pour ces maladies-là. Aujourd'hui, on voit que ce sont des maladies dont la recherche et le développement sont quasiment exclusivement financés par le secteur public et le secteur philanthropique. Il y a assez peu d'entreprises pharmaceutiques, d'ailleurs, qui investissent sur ces questions de recherche. Et donc, pour toutes ces raisons-là, on va utiliser ce terme-là. Ce que je voudrais faire, c'est peut-être, avant d'aller plus en détail, en tout cas sur les différents plans de ces raisons qui nous amènent à utiliser ce terme de maladie négligée, je voudrais donner un peu la parole à Alexandra. Peut-être pas pour nous parler. Alors, la Fondation Raoul Follereau, comme vous le savez, travaille sur les questions de la lèpre et de l'ulcère de Buruli. Je ne suis pas sûre que vous sachiez de quoi il s'agit. Donc, je vais demander, en tout cas, peut-être pas pour la lèpre, mais l'ulcère de Buruli, à Alexandra de nous expliquer un petit peu quelle est cette maladie, qu'est-ce que ça veut dire aussi pour les populations qui sont atteintes de cette maladie, et puis ensuite de nous expliquer un petit peu ce qui se passe en termes de traitement, de diagnostic de traitement, et puis de faire un zoom du coup sur le travail que vous faites en termes de recherche, puisque la question de la capacité à collecter des données en fait les plus précises possibles pour mettre en place des solutions est assez importante. Donc, je vous laisse la parole, Alexandra. Merci. Donc bonjour à tous. Donc je suis géographe dans le domaine de la géographie de la santé. Et j'ai été embauchée il y a moins d'1 an dans le programme de recherche Géant qui s'intéresse à une maladie qui est peu connue du grand public, qui s'appelle en fait l'ulcère de Buruli. Elle est caractérisée par la communauté scientifique comme une maladie mystérieuse, tout simplement parce qu'en fait, il y a très peu d'études qui ont été menées sur cette infection bactérienne comparativement à la lèpre, par exemple. Et c'est vraiment ce manque de connaissances qui explique pourquoi aujourd'hui l'ulcère de Buruli fait toujours partie des maladies tropicales négligées, comme on les appelle les MNT. Par exemple, à la question comment une personne contracte cette maladie, dans quel environnement,
dans quel contexte, pourquoi elle touche une partie de la population et pas une autre, comment lutter contre. En fait, on est encore au stade des hypothèses et on n'a pas encore de réponse avec de grandes certitudes, quoi. Donc c'est vraiment autour de ces grands questionnements que le programme de recherche géant il a été conçu. En dehors de l'intérêt scientifique, je dirais, d'acquérir de la connaissance pour faire avancer la recherche sur une maladie où on ne connaît pratiquement rien, il y a aussi un intérêt d'acquérir de la connaissance qui est même indispensable pour mettre en place des mesures préventives pour une intervention adaptée et efficace. Alors la maladie de l'ulcère de Buruli, qu'est-ce que l'on sait et où en est-on ? Donc, c'est une infection qui est causée par une bactérie qui appartient à la même famille de celle responsable de la lèpre. Donc, c'est une infection nécrosante de la peau qui s'attaque à la peau et parfois aux os. Et en fait, pour l'expliquer plus simplement, c'est une bactérie dévoreuse de chair. Une de ses spécificités, c'est qu'elle est étonnamment peu douloureuse pour les personnes qui sont atteintes. C'est-à-dire que dans les premières phases de développement de la maladie, les gens ne développent aucune douleur. Donc on l'a aussi appelée la maladie du coton aussi parce qu'elle donne une plaie qui est de couleur blanche et elle va former au départ un petit bouton ou un nodule ou une petite plaque et progressivement ça va devenir une plaie qui est étonnamment peu douloureuse et qui après va s'étendre et s'étendre et s'étendre et malheureusement le fait qu'elle soit étonnamment peu douloureuse ça va retarder le diagnostic et la prise en charge du patient parce qu'il va venir au centre de santé à partir du moment où la plaie aura atteint des stades malheureusement trop avancés. Comme beaucoup de MNT, du coup, l'ulcère de Buruli elle touche une population qui vit dans les régions rurales reculées, qui sont généralement les plus pauvres, et pour l'ulcère de Buruli, qui ont tendance à utiliser des ressources en eau non protégées pour leurs activités du quotidien, comme chercher de l'eau, se laver, faire la vaisselle, etc. Parmi les points d'eau non protégés, on peut citer les rives d'une rivière, les abords d'un fleuve, les zones marécageuses pour le travail au champ ou tout simplement une mare stagnante. Ces environnements aquatiques, parmi les hypothèses qui sont avancées aujourd'hui dans les études scientifiques, ce seraient ces environnements aquatiques qui seraient les principaux réservoirs de la bactérie et donc les principaux sites de contamination. En termes de transmission de la bactérie à l'homme, aujourd'hui, les hypothèses les plus avancées seraient liées à des insectes piqueurs, notamment des punaises d'eau, qui seraient les hôtes actifs de la bactérie et qui transmettraient la maladie accidentellement aux gens en les piquant. Les cas les plus nombreux d'ulcère de Buruli sont situés en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Le Bénin est l'un des pays les plus touchés par cette maladie, avec plus de 6000 cas de signalés entre 2006 et 2015. Alors, plusieurs contextes peuvent expliquer pourquoi les autorités ont mis du temps à prendre conscience de la gravité de cette maladie. Tout d'abord parce que c'est une MNT qui n'est pas mortelle. Elle est très handicapante si elle n'est pas traitée à temps. Elle laisse des séquelles irréversibles, des cicatrices traumatisantes pour les patients et parfois même, dans les cas les plus graves, l'amputation des membres. En revanche, les complications mortelles sont relativement rares. Par ailleurs, les données du problème sanitaire, elles sont longtemps restées incertaines, expliquant aussi une expertise médicale limitée. Depuis la deuxième moitié des années 2000, les patients bénéficient d'une antibiothérapie orale, ce qui permet de réduire par 2 les besoins en chirurgie, parce qu'avant, la greffe de peau et la chirurgie étaient les principaux modes de prise en charge de la maladie, et parfois avec des rechutes. Enfin, le dépistage à temps des malades par des équipes médicales sont également des activités semées d'embûches. Je prendrai l'exemple pour développer ce point du centre de détection et de traitement d'ulcères de Buruli de Pobé, qui est situé au sud-est du Bénin et qui est l'une des zones les plus endémiques du pays. Le centre a été créé en 2004 et il est financé par la fondation Raoul Foulreau, qui au début travaillait sur la lèpre et qui a étendu après ses financements et les problématiques à l'ulcère de Buruli.
Depuis la création de ce centre, le dépistage précoce des patients est au cœur de leur travail, dans la mesure où si on arrive à dépister la maladie à temps, la personne peut, avec l'antibiothérapie, avoir une légère cicatrice sur le corps. Donc c'est vraiment un enjeu en fait d'arriver à dépister les patients quand ils ont une simple petite plaie et pas malheureusement une plaie qui a déjà nécrosé. Mais le problème, c'est qu'ils sont une petite équipe médicale qui part. Même si elle parle plusieurs fois par semaine, il faut parcourir des pistes difficiles, il faut couvrir une zone d'études qui comprend plus de 400 villages et qui sont éloignés les uns des autres par de longues distances. Malgré le fait que depuis presque 15 ans, les populations les plus éloignées elles ont été informées, sensibilisées sur cette maladie, aujourd'hui, on peut encore dire que plus de 90% des cas diagnostiqués de Buruli sont réalisés pendant ces tournées foraines. Ce chiffre, il est assez marquant et assez parlant dans le sens où il y a un intérêt de conserver des financements pour que ces tournées persistent, et aussi sur le fait qu'il faut maintenant essayer d'agir aussi sur les stratégies de prévention et de lutte contre la maladie qui, en fait, existent toujours et les malades sont toujours là. Alors finalement, les données de la recherche, à quoi elles servent dans tout ça ? Une des spécificités du centre de Pobé, du coup au sud-est du Bénin, c'est que les professionnels de la santé travaillent en étroite collaboration avec une équipe de recherche localisée à Angers et qui maintenant est regroupée au sein du laboratoire Atomica. Cette collaboration elle a permis, entre autres, de collecter des données factuelles et solides sur un panel de patients et de faire avancer la recherche sur cette maladie, que ce soit sur l'environnement et l'écologie de la bactérie ou sur des questions de génétique. En contrepartie, les chercheurs ils transmettent auprès des professionnels de la santé au Bénin leurs découvertes, ce qui a permis d'apporter de grandes avancées dans la prise en charge thérapeutique des patients, mais aussi sur les modes de transmission, et ce qui permet, lors des consultations foraines, de faire de la sensibilisation et de l'information. Enfin, ce partage de connaissances et cette acquisition de données, elle permet pour la recherche d'avancer sur de nouvelles pistes de réflexion, de nouveaux sujets d'investigation. Par exemple, pour vous donner un exemple concret, les données du centre de Pobé ont montré que depuis une dizaine d'années, il y avait une baisse du nombre de cas d'ulcère de Buruli, mais sans savoir pourquoi. En fait, on ne sait pas encore pourquoi il y a une baisse depuis 2 ans qui s'installe. Et du coup, le programme de recherche géant, son objectif, c'est essayer de comprendre pourquoi il y a une baisse de l'incidence en partant de l'idée qu'il y aurait eu des changements environnementaux ou anthropiques qui pourraient expliquer cette baisse. Donc, le temps ne me permet pas de développer tous les outils, les méthodes de collecte qui ont été mis en place dans le programme. Je terminerai ma communication sur ceux que moi j'ai développés avec Sébastien Fleuret, qui est aussi un géographe dans le domaine de la santé, au sein du laboratoire ESO à Angers aussi. En fait, l'équipe au départ, elle n'était pas constituée par des chercheurs en sciences humaines et sociales, mais vu que l'objectif de ce programme-là, c'était d'essayer d'identifier plus précisément les sites de contamination et les activités et les comportements à risque, ils ont demandé, entre guillemets, de l'aide aux sciences humaines et sociales pour développer des outils pour mieux identifier ces zones et ces activités. Avec Sébastien, on a décidé de mettre en place nos méthodes de recherche sur la zone d'intervention du centre de Pobé, tout simplement parce que déjà on avait pas mal de données, on avait des hypothèses qui étaient déjà avancées, et ce qui permettait avec nos études de les conforter et d'en proposer peut-être des nouvelles. Et aussi parce que c'est un terrain qui est très intéressant dans le sens où, à l'échelle d'une même région, on peut trouver des villages très endémiques et des villages où personne n'a développé la maladie, avec des distances parfois qui ne dépassent pas 3 km. Donc, ce qui montre vraiment qu'il y aurait des pratiques ou un environnement plus favorable au développement de la maladie, et inversement, peut-être des pratiques ou un environnement moins risqué, quoi. Donc, les méthodes de recherche qu'on a développées, ils sont basées autour de l'observation, donc autour de 3 types d'observation. L'observation postée,
qui consistait en fait à se poster au niveau d'un point d'eau aménagé et d'y rester le plus longtemps possible et de voir qui vient à ce point d'eau-là, leur profil, combien de temps ils restent dans l'eau, quelle activité ils y pratiquent, pour essayer de déterminer un profil en fait d'usagers de ces points d'eau-là. On a pu constater, au début, on était concentré sur les points d'eau aménagés par les populations parce que c'est les points d'eau qui sont fréquentés par l'ensemble d'un village. Et on n'est pas allé regarder ailleurs. Or, on a pu constater qu'il y avait dans des villages qui étaient très endémiques, tous les points d'eau étaient relativement propres. Donc forcément, il y avait des contaminations qui étaient en dehors de ces espaces-là. Donc on a mis en place des observations itinérantes et qu'on a appelées au fil de l'eau, où ça consistait de fouiller, tout simplement, de parcourir à pied le village avec l'aide de personnes ressources comme les chefs de village, des agriculteurs, des femmes, enfin toutes les personnes qui étaient prêtes à nous aider et à marcher avec nous. Et l'objectif, c'était de répertorier tous les types de points d'eau qui étaient utilisés par la population, les géolocaliser, faire des entretiens sur leurs usages. Et enfin, on a mené un troisième type d'observation qu'on a appelé au fil de l'eau, où ça consistait de partir d'un point d'eau aménagé et de le remonter ou le descendre, donc remonter la rivière ou la redescendre en fonction où on était, et essayer d'identifier d'autres sites de contamination. Je ne sais pas si je continue sur quelques petits résultats ou... Quelques petits résultats quand même, en fait, je suis rentrée mi-décembre, donc c'est tout récent. Donc, voilà, en fait, ça a permis de confirmer déjà des hypothèses, des choses qui avaient été déjà sorties dans les données qu'on avait eues avec les professionnels de la santé à Pau B, notamment que la catégorie de personnes la plus touchée, ce sont les enfants de moins de 15 ans et les femmes. Quand on est sur le terrain et qu'on passe du temps dans les villages, on se rend compte que ces résultats ne sont pas aberrants dans le sens où les femmes et les enfants sont la population la plus représentative au niveau des points d'eau. Dans le sens où c'est les femmes qui se rendent au niveau d'un cours d'eau, d'une rivière ou des abords d'un fleuve pour faire la lessive, pour faire la vaisselle, pour aller chercher l'eau pour le foyer. Et les enfants, c'est des espaces de jeu privilégiés. Mais en dehors de ça, on a observé des points d'eau où la population était mixte. Donc il y avait forcément d'autres sites potentiels de contamination. Voilà, tout simplement. Et c'est aussi pour ça qu'on a aussi mis en place ces observations itinérantes pour voir en dehors de ces points d'eau-là. Autre information importante qu'on a obtenue grâce à des entretiens aussi, c'est que au sein d'un même village, on va avoir des habitants qui vont être contaminés, mais pas leurs voisins. Donc, ce qui nécessitait en fait de vraiment changer de regard aussi sur ces points d'eau-là. Et ce qu'on a pu constater, c'est que parfois il pouvait y avoir des micro-espaces en fait de contamination, pas forcément là où on aurait pu penser qu'ils étaient. Et ces micro-espaces de contamination, ils sont à parfois 100 mètres, 50 mètres de points d'eau aménagés où on avait posé notre regard au départ. Alors ces micro-espaces de contamination, ça peut être une retenue d'eau qui a été négligemment réalisée parce qu'ils ont mis un tronc d'arbre en travers d'un cours d'eau, ce qui a fait une retenue d'eau et un environnement favorable au développement de la bactérie. Ou tout simplement un agriculteur qui a bêché et qui a entravé aussi la circulation du cours d'eau, créant aussi un espace favorable à ces zones-là. Donc, pour finir, en fait, il y a tellement de résultats que je ne pourrais pas tous les aborder, mais pour finir, ces méthodes-là, elles ont permis, on est passé d'une observation de foyers de contamination à l'identification de zones précises. Et ça, c'est essentiel dans le sens où, à l'avenir, on va pouvoir déjà proposer des préconisations auprès... l'idéal, ce serait de pouvoir le faire, et d'avoir le temps de le faire dans un type de recherche-action, mais de mettre en place des interventions simples et accessibles à cette population-là, de notamment faire en sorte que l'eau coule davantage dans leur village, éviter justement de créer des retenues d'eau, de faire en sorte que l'eau coule tout simplement, en fait. Et voilà, je pense que je m'arrêterai là. Je pourrais juste finir sur la problématique en tant que chercheur, c'est la question du temps sur ces questions-là. Parce que je ne l'ai pas précisé, en fait, on fait aussi des prélèvements environnementaux
pour valider nos hypothèses, donc qui consiste en fait à faire des pêches dans les points d'eau, à prélever des invertébrés, de la matière organique. Et entre le moment où on fait le prélèvement et qu'on l'envoie à Angers et qu'on l'analyse, il faut compter à peu près 6 à 8 mois. Sachant que notre programme de recherche est financé sur 3 ans. Donc ça vous montre un petit peu aussi les problématiques qu'un chercheur a de produire du résultat pour obtenir des financements plus importants après pour continuer la recherche, mais aussi cette temporalité qui est difficile parfois à atteindre, quoi. Bon voilà, désolée, c'est un peu fouillé à la fin. Merci, merci beaucoup Alexandra pour d'avoir remplacé aussi au pied levé le Christian Johnson et de nous avoir vraiment expliqué un petit peu justement la méthodologie et la façon dont vous mettez en place ces recherches. Et effectivement, la notion du temps, ce temps long, il est important, mais aussi la notion de la récupération des données pour être en capacité d'émettre des recommandations qui soient assez précises et finalement de focaliser les réponses sur les problématiques que vous avez identifiées. On n'a pas abordé la question des financements de la recherche, on l'abordera tout à l'heure, mais je pense que ça sera aussi une dimension importante. Mais dans l'intervalle, je voudrais donner la parole à Fanny Chabrol, qui est chargée de recherche à l'IRD, pour peut-être nous parler un petit peu de façon un peu plus globale, sans forcément focaliser sur la lèpre ou l'ulcère de Buruli, mais un petit peu sur justement un état des lieux, des réponses et des perspectives qu'on peut avoir sur ces problématiques-là. Je vous donnerai tous la parole après pour des questions, si vous voulez. Merci Nathalie. En fait, vous m'entendez ? Je pense que je vais aussi, si vous me permettez, réagir pas mal à ce que vous avez dit, parce que ça me paraît très intéressant. C'est un point que je voulais aborder sur le type de recherche qu'on fait et le type de collaboration aussi productive qui peut se mettre en place et l'importance de penser tout ça et se rendre compte que c'est vraiment pas des choses très évidentes forcément. Et déjà, ce que Alexandra vous a présenté, c'est une recherche de terrain sur le long terme qui est vraiment un engagement en fait. C'est ça et je voudrais plaider aussi pour qu'on connaisse mieux nos démarches et à quel point c'est difficile. C'est difficile aussi pour les populations d'accepter d'être dans l'hospitalité par rapport aux chercheurs, de comprendre ce qu'on fait et voilà, c'est hyper important. Mais je voulais aussi remarquer avec vous aussi l'humilité qu'on peut avoir en tant que chercheur à dire en fait on ne sait pas l'hypothèse, il y a des hypothèses mais elles ne sont pas très avérées et pour mieux comprendre on a besoin de collaborer, on n'est pas que des virologues ou des parasitologues et on a besoin des sciences sociales et donc voilà, c'est important. Du reste, je voulais aussi commencer par un tout petit hommage déjà à l'IRIS où j'ai commencé ma carrière. Donc, je suis très contente d'être là. Ça fait toujours plaisir. Et aussi un petit clin d'œil à mon directeur de thèse, Didier Fassin, qui prononce ce soir sa leçon inaugurale au Collège de France, en ce moment même, sur l'inégalité des vies. Et donc, j'ai été formée avec lui à une anthropologie politique critique de la santé publique et qui a été vraiment très formatrice. Voilà, il est médecin, anthropologue et il s'est toujours intéressé à la façon dont les questions de santé sont construites socialement et constamment reproduites par un ensemble d'inégalités et de discriminations économiques, sociales et de rapports de domination, que ce soit interne aux sociétés ou nord-sud. Donc on est quand même dans le sujet, je voulais le dire. Peut-être qu'on doit interrompre. Une toute petite pause, Christian Johnson. Merci. Je sais que ça n'a pas été facile pour vous d'arriver jusqu'à nous. Venez nous rejoindre. Bonjour. Je continue. Ouais. Du coup, je vous laisse reprendre votre souffle et je vous repasserai la parole tout à l'heure. Merci. Donc, je voulais insister sur deux petites choses. D'une part, en suivant sur l'importance de penser les contextes qui favorisent l'émergence et la persistance de ces pathologies, et dans le même temps de comprendre comment les difficultés d'accès aux soins et les inégalités nord-sud se comprennent vraiment aussi à l'aune de l'inadéquation des politiques nationales et internationales sur ces questions-là. Donc sur le premier point, les contextes, je pense qu'on a eu beaucoup d'éléments grâce à la présentation d'Alexandra, mais c'est vrai qu'on a tendance à dire ces maladies touchent les plus pauvres dans les régions rurales, etc. Et finalement, on a
pas tout dit quand on dit ça. On peut dire aussi que, comme on l'a vu, c'est souvent des infections qui sont liées tout simplement à l'absence d'eau salubre, aux mauvaises conditions d'hygiène et d'assainissement, de mobilité, de route, d'accès aux soins de base, d'accès à l'alimentation. Et qu'en fait, c'est aussi en posant ces questions-là qu'on comprend la persistance. Et donc, pour prendre un exemple, bon, on a aussi la question de la dengue qui est pas mal liée, me semble-t-il, aussi au foyer d'eau insalubre, la question des détritus, etc., et qui est une infection aussi, une maladie tropicalement négligée. En ce qui concerne justement l'ulcère de Broglie, je voulais mentionner, pour prendre tout à fait la suite de ce que vous avez expliqué, que pour prendre l'exemple du Cameroun, où je connais des collègues qui ont travaillé en collaboration avec des épidémiologistes en termes en historiens et anthropologues, pour aller voir les populations autour du fleuve Nyang et essayer de comprendre comment les populations, en tout cas, font sens de ces maladies. Et ils ont comme ça recueilli des histoires, des écologies historiques, et qui mettent l'accent sur, alors pas forcément un rapport direct avec un parasite, mais sur un ensemble de déstabilisations sociales, économiques, environnementales qui ont eu lieu dans le présent et dans le passé plus ou moins lointain. Et en réalité, on se rend compte que les populations eux-mêmes font bien le lien entre notamment des questions de changement dans les pratiques agricoles, de déforestation qui remontent à la période coloniale, où dans cette région, pour des besoins d'exploitation coloniale, de faire pousser certaines cultures, on a déforesté puissamment. Et puis ensuite, toutes les crises économiques qui ont fait que les populations se sont retrouvées avec beaucoup moins d'accès à une diversité alimentaire, par exemple, qui est importante aussi pour faire face à ces maladies. Ça, je pense qu'on sait que la question du statut immunitaire, nutritionnel, permet de mieux se prévenir l'infection. Et donc voilà, tout ça pour dire que c'est vraiment important de prendre le point de vue des personnes aussi qui racontent des histoires le plus souvent assez limpide sur l'écologie et l'étiologie des maladies aussi. Et donc voilà, c'est pour appuyer mon point sur le fait que ces maladies, c'est difficile de prendre les maladies isolément de tout un contexte qui favorise leur émergence, leur persistance jusqu'à aujourd'hui. Donc, deuxième point, vous voyez, je vais très vite, comme ça on pourra laisser la parole à Dr Johnson. Le deuxième point, c'est vraiment sur l'inadéquation des réponses nationales et internationales jusqu'à aujourd'hui. Parmi ceux-ci, de trois choses. Mais la première chose, c'est qu'on peut dire que... Enfin, moi, je travaille surtout sur l'Afrique, donc mon propos est plutôt sur l'Afrique. Les États africains dépensent toujours trop peu pour leur santé publique. Les budgets sont insuffisants. Il y a des objectifs qui ont été fixés en Afrique sur 15% du PIB pour la santé. On n'y est pas du tout pour la plupart des pays. Pays qui demeurent très dépendants des financements internationaux et donc des priorités fixées sur le plan international par les États, mais aussi par des grandes ONG, des grandes fondations qui ont leur intérêt. Et puis on va en reparler tout à l'heure en termes d'innovation, de priorité, d'agenda. Et donc, qui continuent de négliger un peu tout ce que je viens de dire sur les déterminants sociaux, économiques et politiques et environnementaux de ces maladies, qui n'est pas, voilà, on peut penser que c'est hors de portée, mais c'est vrai que c'est important. Et le deuxième point, c'est qu'effectivement, les réponses nationales sous influence des réponses internationales continuent de se focaliser beaucoup plus sur quelques pathologies, et en particulier les maladies infectieuses qui sont, contrairement à ce qu'on vient de décrire, transmissibles d'homme à homme, par voie sexuelle, par voie aérienne. Et on a bien vu, même dans le cas d'Ebola, puis dans le cas il y a quelques années, puis dans le cas du VIH, pour ceux qui se rappellent des périodes un peu plus lointaines, à quel point c'était vraiment ce qui déterminait la mise sur l'agenda, la priorité en termes même de sécurité. On a vu la sécurisation de certaines pathologies parce que ce sont des maladies qui peuvent arriver jusqu'à chez nous, et ça fait très peur. Et donc beaucoup d'argent est mis pour pouvoir traiter ces maladies, prévenir, isoler, voilà, et empêcher
les risques éventuels de transmission. Et puis, l'accent est mis aussi beaucoup plus sur les pathologies ou un type d'investissement pour lequel des marchés peuvent être constitués, que ce soit pour des outils diagnostiques ou des innovations en termes de biomédical ou en termes de pharmaceutique, voilà, pour lesquels il est beaucoup plus intéressant d'investir. Donc voilà, c'était un peu mon propos sur les recherches. On pourra aussi en reparler peut-être dans les questions, mais à quel point aussi, comment on peut nous s'exprimer peut-être un peu plus fortement parfois pour montrer à quel point la richesse des points de vue qu'on apporte sur la vie des gens tout simplement. Et ce qui me paraît aussi très important par rapport à ce que vous avez dit, c'est non seulement voilà, à quel point ce type de recherche est importante, mais à quel point la parole des gens est important, même si on a tendance à croire qu'ils ne savent pas toujours ce que c'est, comment se protéger. Les politiques internationales de santé en Afrique, c'est beaucoup des questions il faut informer, prévenir, faire du changement de comportement. Et après, on se rend compte que les gens, ils sont bombardés de messages et on les prend un peu pour des ignorants, en fait. Et on se rend compte après que ça constitue après des obstacles aussi, parce que les gens, ils ont plus envie de voir débarquer des programmes qui ont l'air de les constituer comme ne sachant pas trop de quoi ils souffrent. Or, c'est eux qui sont les premiers touchés et qui, en général, enfin, c'est ma conviction profonde, qui ont les clés d'élucidation de ce qui est en train de se passer. Et en général, c'est des sujets assez importants, comme je viens de le montrer. Voilà, merci. Merci beaucoup, Fanny. On va retenir quand même de votre propos l'approche par les déterminants qui sont importants. Une approche, comme vous l'aviez dit aussi, je pense, centrée sur les populations et en l'occurrence, on va appeler les patients, en tout cas les gens qui sont touchés par ces maladies et qui non seulement détiennent peut-être une partie de la réponse, mais qui nécessitent aussi, de la part des intervenants, de s'adapter à la problématique, à leur réalité. Parce qu'il ne faut pas l'oublier aussi que, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a des gens qui vont devoir marcher très longtemps pour avoir accès à un point d'eau, qui n'ont pas accès à des centres de santé. Et ça demande aussi aux organisations internationales de faire suffisamment de recherche et d'analyse pour être en capacité de véritablement s'adapter aux réalités de ces contextes. Et moi-même, travaillant pour Médecins sans frontières, c'est vraiment la démarche qui est habituellement utilisée pour justement développer des modèles de traitement, des façons d'agir. Et ça me permet donc, cher Monsieur Johnson, nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Je sais que ça n'a pas été facile d'arriver jusque-là. On a déjà brossé un petit peu les tableaux avec Alexandra et Fanny, mais comme vous représentez la fondation Raoul Follereau, on a déjà parlé beaucoup de l'ulcère de Buroli, mais sur la lèpre, sur les questions justement auxquelles vous êtes confrontés, vous, en tant qu'organisation, en termes de diagnostic, d'accès au traitement, peut-être des limites aussi des investissements, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu les enjeux que vous rencontrez en fait sur ces deux problématiques assez globales? Merci beaucoup. Sur ce qui a été dit et soutenir que effectivement nous sommes dans un contexte où de limitation de ressources, et face à cette limitation de ressources, nous avons beaucoup de défis à relever. Et à ce moment-là, il est absolument important d'avoir des stratégies innovantes. Et c'est un peu dans ce sens que je voudrais abonder pour dire qu'en fait, si on se place dans ce contexte, il faudrait forcément mettre en place des stratégies que nous préconisons aujourd'hui, et ce sont les stratégies d'intégration. C'est-à-dire que pouvoir faire d'une pierre plusieurs coups. Puisque de toute façon, les gouvernements n'arrivent pas à atteindre les objectifs d'Abuja, 15% de leur budget consacré à la santé. Et ces maladies reposent sur un paradoxe, c'est-à-dire que ça atteint les populations rurales très pauvres, mais ça a en même temps besoin d'une prise en charge spécialisée, coûteuse, impliquant aussi bien des interventions de terrain que des interventions de recherche. Et justement, par rapport à la lèpre, c'est un peu la problématique. Souvenez-vous que si je prends le problème de la lèpre, c'est une maladie millénaire. Vous savez que déjà dans l'Égypte antique, on parle déjà des cas de lèpre. Et nous sommes aujourd'hui en 2020 et cette maladie continue de nous défier. On ne connaît pas jusqu'à ce jour le mode exact de transmission. On n'a pas de vaccin. Et moi-même, en tant qu'acteur de santé, quand je vais dans les communautés, même quand je vais devant les décideurs,
la première question qu'on me pose, est-ce que cette maladie existe encore? Vous voyez, donc, on doit trouver des stratégies innovantes pour lutter contre cette maladie. Et alors, qu'est-ce que nous avons fait, par exemple, dans le cas spécifique de la lèpre? Eh bien, nous avons constitué une coalition. Cette coalition regroupe des chercheurs, des ONG, des communautés, des organisations de la société civile, des fondations caritatives, et on a établi un partenariat qu'on a appelé Partenariat mondial pour stopper la transmission de la lèpre. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons constitué 2 groupes thématiques de travail, un groupe recherche et un groupe terrain. Et le but du groupe recherche, c'est de développer des recherches justement pour aider le terrain. Première recherche, c'est un vaccin. Et on peut quand même dire que cette stratégie porte des fruits, puisque aujourd'hui, on a un candidat vaccin pour la lèpre et qui est en train d'être expérimenté actuellement au Brésil. Ça veut dire que malgré les conditions difficiles, on peut avoir des objectifs si on se coalise. Et c'est le message le plus fort que moi, je voudrais passer. Deuxième stratégie, ce que nous avons pour la lèpre aujourd'hui, c'est le dépistage et le traitement par une association d'antibiotiques. Le problème, la durée d'incubation est très longue, 5 à 10 ans. Donc, si je dépiste un malade aujourd'hui, il s'est contaminé il y a 5 ans. Et ceux qui sont contaminés aujourd'hui vont développer la maladie dans 10 ans, dans 5 ans. Qu'est-ce que je fais? Il faut donc trouver une stratégie pour arrêter la transmission. Et donc, grâce à cette coalition, nous avons forcé l'OMS à recommander une stratégie préventive qui est la chimioprophylaxie. Donc, aujourd'hui, quand on va sur le terrain, ceux qui ont la lèpre, on leur donne le traitement spécifique, mais les sujets exposés, on leur donne une dose unique de chimioprophylaxie pour arrêter la transmission. Vous savez que encore dans des pays comme le Sénégal ou dans beaucoup d'autres pays, il existe aujourd'hui des lois discriminantes pour les malades de la lèpre. Un terrain de travail, c'est de lutter pour arrêter cette discrimination. La lèpre, ce qui fait la lèpre, ce sont les infirmités, n'est-ce pas? Donc, c'est aussi une piste de recherche. Donc, c'est dire que malgré ce contexte extrêmement difficile, où on n'arrive pas à mobiliser la communauté internationale avec une organisation cohérente et des innovations, on peut quand même trouver des réponses. Et justement, c'est ce qui a été fait également pour Lucette Broglie. On dit souvent que je suis sûr que vous avez déjà appris ça, que cette maladie repose sur un paradoxe. Et lorsque notre cœur d'ADN au niveau de la Fondation, c'est la lutte contre l'exclusion, et lorsque nous avons été saisis pour dire que c'est vraiment une maladie qui entraîne beaucoup de souffrance, on a également dit qu'est-ce qu'on fait? Les gouvernements ne sont pas mobilisés, les donateurs ne sont pas mobilisés. Eh bien, nous avons essayé de faire du lobbying. Et on a organisé une conférence internationale où on a réuni des chefs d'État pour leur dire, écoutez, c'est une maladie qui sévit, mobilisez-vous. On a mis en place une initiative mondiale contre Lucette Broglie. Grâce à ça, on a fait des recherches, on a un traitement efficace, on a des actions en communauté et aujourd'hui, on a quand même des résultats puisque le nombre de nouveaux cas, l'incidence diminue. C'est donc dire que je suis conscient que nous sommes confrontés à des défis, limitation de ressources, etc., etc. Mais on doit mobiliser les énergies pour des stratégies innovantes. Je voudrais également parler de la conférence d'Erevan au niveau du sommet. Ça a été uniquement les organisations de la société civile. On s'est mobilisés. Ils doivent se réunir à Erevan, les chefs d'État de la francophonie. On s'est mobilisés, on a fait des pétitions. On a dit, mais vous ne pouvez pas rester indifférent à ça. Et on a réussi à lever une déclaration des chefs d'État au niveau du sommet d'Erevan. Donc, c'est dire que nous sommes confrontés à des maladies négligées, certes, mais nous devons nous battre pour trouver des stratégies innovantes pour relever les défis. Et c'est absolument le sens des interventions de terrain. Et on pourra revenir sur les bénéfices de l'intégration tout à l'heure, si vous le voulez bien. Merci beaucoup. Vous êtes rentré dans la conférence parfaitement bien. Du coup, ça me permet... Je vais revenir juste sur 2 points que vous avez mentionnés. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est l'oubli qui est quand même là au départ de cette problématique. L'oubli de ces populations, une forme d'abandon, en fait, et d'indifférence, qui vous a permis, vous, en fait, de mobiliser des énergies par rapport à la réalité de terrain et de développer quand même une recherche opérationnelle qui permet ensuite d'informer, en fait, des initiatives plus globales et internationales pour mobiliser des chefs d'État. On y reviendra probablement, des bailleurs de fonds aussi, pour favoriser la recherche. Ce qui me permet de passer
joyeusement la parole à Sarah Crochon, qui est pharmacienne et qui est responsable d'équipe projet à l'Agence française de développement et qui va nous parler un petit peu justement des modèles de recherche et développement, puisque vous l'avez bien compris, population oubliée, pas tout à fait solvable, donc finalement assez peu d'investissement sur ces problématiques-là. Merci Nathalie. Donc bonsoir à toutes et tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ouais. Du coup, je tiens tout d'abord à remercier l'IRIS de m'avoir conviée ce soir et de me permettre de représenter l'AFD autour de cette table ronde, mais aussi de cette thématique qui, au-delà de mes fonctions à l'Agence française de développement, me tient particulièrement à cœur à titre personnel également. Alors peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous dire comment, avec qui et pourquoi l'AFD intervient dans le secteur et dans la lutte contre les maladies tropicales négligées, je vais peut-être vous donner quelques mots et, à titre d'introduction sur ce qu'est l'AFD. Alors promis, je ne vous ferai pas un grand speech très corporate, mais je pense que c'est important de bien resituer puisque je suis finalement la seule ce soir à représenter la catégorie des financeurs. Je suis ni chercheur, ni une institution, ni une fondation. Donc peut-être resituer un petit peu l'AFD dans l'écosystème pour mieux assimiler et comprendre comment nous intervenons. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas, le groupe Agence française de développement est un établissement public qui met en œuvre la politique française en matière de développement et de solidarité internationale. Donc on essaye de participer au développement économique, au développement social et environnemental des pays qu'on dit à revenus faibles et intermédiaires et ou émergents. Donc très concrètement et opérationnellement, qu'est-ce que ça signifie ? Donc l'AFD est une banque de développement et du coup sa mission prend la forme de prêts, prend la forme de subventions aux prêts qui sont octroyés auprès de collectivités locales, des États, mais également du secteur privé, donc des entreprises, des fondations, des institutions de recherche. Et qui permet, tout ce dispositif permet de financer et de mettre en œuvre une multitude de projets dans une multitude de secteurs d'activité différents. Ça va être le climat, ça va être la biodiversité, ça va être l'urbanisme, ça va être aussi l'éducation, l'énergie, l'eau et l'assainissement, et j'en passe. Du coup, peut-être pour vous donner un ordre d'idée, un ordre de grandeur plutôt chiffré. En 2018, tout ce dispositif représentait 11 milliards d'engagement, 11 milliards d'euros d'engagement, tout dispositif confondu et tout projet confondu. Et ça représente à peu près plus de 800 projets par an qui se cumulent aux 4000 qu'on suit de manière annuelle, qui sont répartis partout dans le monde, mais très majoritairement à plus de 50% sur le continent africain. Donc, au sein de l'AFD, il y a la division santé et protection sociale dans laquelle je travaille. Et même si je ne vais pas rentrer dans le détail des différentes stratégies qu'on a en fonction des pays, parce qu'on comprendra bien qu'on ne peut pas intervenir avec le même outil en fonction des besoins, en fonction des pays, on a quand même un continuum au sein de la division santé depuis 2007 qui vise à financer des projets pour le renforcement des systèmes de santé dans les pays et dans toutes ses composantes. Donc on entend équipement, infrastructure des structures de soins, évidemment des ressources humaines en santé, mais également le médicament et la gouvernance. Et c'est à travers ce pilier fondamental qu'est le médicament. Et puis, je dirais également au tournant des années 2000, on en a plus ou moins parlé, mais il y a eu toutes ces questions, des débats vigoureux sur la question de la recherche et du développement sur les maladies négligées. Il y a eu, ce thème est vraiment remonté, a eu beaucoup plus de visibilité dans la santé globale et dans l'agenda politique. Et c'est à ce titre que l'AFD a pris un petit peu le coche et a essayé et a décidé donc initier un partenariat avec la structure DNDi pour pouvoir apporter sa pierre à l'édifice dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. Alors, je vais m'arrêter un instant juste sur DNDi, qui est une fondation, et plus particulièrement sur son modèle qui est très intéressant. Donc, DNDi, c'est l'acronyme anglophone pour Drugs for the Neglected Diseases Initiative, donc en français pour l'initiative médicaments pour les maladies négligées.
C'est une fondation qui est à but non lucratif et qui a été créée au début des années 2000, en 2003 exactement, par 5 institutions de recherche publiques provenant originaires donc d'Inde, Brésil, Kenya, Malaisie et de France avec l'Institut Pasteur, mais dont l'élément initiateur a plutôt été porté d'ailleurs par Médecins sans frontières et bien sûr avec le soutien de l'OMS. Et quand on parlait de modèles innovants, cette structure fait vraiment partie un peu de cette vague d'un nouveau genre qui a vraiment émergé au début des années 2000. Ce sont des entités de développement de produits qu'on appelle des PDP, donc Product Development Partnership. Donc c'est vraiment pour répondre à cette question du... on a des maladies qui se retrouvent uniquement dans des pays émergents avec très peu de cas, qui n'intéressent pas les industriels pharma sur des modèles classiques de développement de molécules parce que ce ne sont pas des marchés solvables. Donc il faut trouver des alternatives, des modèles innovants pour pouvoir s'intéresser à ces maladies et développer des traitements spécifiques. Donc la singularité vraiment des PDP et d'INDI, c'est vraiment de reposer sur un modèle innovant, puisqu'on pourrait assimiler d'INDI comme un laboratoire de recherche et de développement virtuel, puisqu'en fait, ils vont opérer en s'appuyant sur toute une série de partenariats publics, privés, mais aussi de beaucoup de collaborations sud-sud, nord-sud, avec un objectif bien précis qui est de développer des nouveaux médicaments, des associations thérapeutiques, des formulations galéniques qui sont adaptées et surtout qui sont conçues comme des biens publics sans brevet et accessibles à tous. Donc on sort vraiment de la protection intellectuelle comme on a l'habitude de le voir dans le cas classique des big pharma et c'est des médicaments qui n'auront pas de brevet derrière et qui permettent du coup d'avoir un coût abordable et absorbable par les pays ou les institutions derrière qui pourront les acheter. Donc c'est vrai que ce principe, c'est même d'un fonctionnement en open source qui place la santé et le médicament comme un bien public, comme un bien commun, qui a vraiment intéressé l'AFD. Et bien sûr, même si le modèle de R&D proposé par DNDi est encore en consolidation, disons 15 ans après sa création, il a vraiment bousculé les pratiques classiques qui prévalaient jusqu'alors sur le développement et la production de nouveaux médicaments. Donc peut-être pour illustrer un peu mes propos, parce que ça peut paraître un peu théorique. Donc l'AFD, comme je vous le disais, a initié son partenariat avec DNDi en 2006 et on a notamment financé un projet sur la maladie du sommeil. Alors la maladie du sommeil, c'est une maladie parasitaire donc, qui est transmise par une piqûre de la mouche tsetse. Donc la première phase de la maladie est très souvent et malheureusement difficile à diagnostiquer. Pourquoi ? Parce que les symptômes sont peu caractéristiques. Ce sont des fièvres, des maux de tête. Et du coup, le parasite va très vite migrer au niveau du cerveau et engendrer la seconde phase qui est la phase neurologique. Et qui, elle, est vraiment caractérisée par une détérioration mentale progressive. Vous avez des paralysies. Et puis, par ailleurs, ce stade de la maladie est vraiment caractérisé aussi par des troubles de comportement. Ces personnes vont avoir une forme d'agressivité. Et du coup, les malades vont être très vite stigmatisés, ils vont être rejetés, ils ne pourront pas travailler, ce qui amplifie encore le niveau de pauvreté. Et surtout, il y a vraiment une fracture au niveau du lien social, puisque ces personnes sont marginalisées et donc exclues souvent des communautés. Donc jusqu'à il y a peu, il n'y avait que 2 traitements possible pour la maladie du sommeil. Donc, c'était le Melarsoprol, le premier, qui a été inventé et développé dans les années 50 et qui est un dérivé de l'arsenic. L'arsenic est un produit toxique. Donc, en l'administrant, non seulement vous tuez un patient sur 10, mais en plus, l'injection est très, très, très douloureuse. La deuxième option thérapeutique est arrivée beaucoup plus tardivement et est une combinaison thérapeutique développée par DNDi en 2009 et qui est vraiment
premier traitement à avoir été mis au point en 25 ans sur cette maladie. Donc pour vous dire la rareté de l'intérêt qu'on porte et de ce type de développement. Donc néanmoins, ce traitement est une association de 2 molécules qui repose sur 14 injections. 14 perfusions, pardon, ce qui correspond aussi à 14 injections, mais combinées donc, à un traitement oral pendant 7 jours et qui nécessite l'hospitalisation du patient. Donc, par ailleurs, pour déterminer le stade, parce qu'on donne généralement ce traitement au stade quand même avancé, relativement avancé, il faut réaliser une ponction lombaire qui est un acte médical relativement invasif, complexe et très douloureux. Donc, imaginez 14 poches de perfusion, un traitement oral sur 7 jours. Déjà, en termes logistiques, en termes de volume, quand vous savez que la majorité des cas de la maladie du sommeil sont dans les zones rurales, donc les plus reculées. Donc, en termes de logistique, c'est juste un enfer. Et c'est donc extrêmement coûteux. Donc, jusqu'à présent, on avait 2 traitements. Un qui tue, pratiquement... Enfin, qui peut tuer, ou en tout cas qui est relativement douloureux, et un traitement qui, en termes de logistique, est pratiquement impossible à mettre en œuvre et dont la prise en charge nécessite 14 perfusions. Donc on comprendra que c'est difficilement acceptable et que c'est pour cette raison que DNDi a voulu aller plus loin et qu'entre autres on a financé donc ces études et a lancé un vaste programme de recherche et de développement pour développer un traitement oral, beaucoup plus adapté du coup aux contraintes locales. Et c'est là que le modèle DNDi revient, puisqu'il s'illustre par exemple sur le partenariat qu'ils ont créé avec Sanofi. Donc ils sont allés screener les banques de molécules de l'industriel Sanofi. Et ils ont trouvé une molécule qui avait été mise au placard depuis des années pour manque d'intérêt, qui avait des caractéristiques chimiques et potentiellement des caractéristiques des actions thérapeutiques contre la maladie du sommeil. Et donc, ils ont discuté, ils ont donc noué un partenariat avec Sanofi. DNDi a récupéré donc la molécule et grâce à la mise en place d'une plateforme ouverte rassemblant toutes les parties prenantes, ils ont défini un produit type, un traitement idéal, et ils ont mené à travers des collaborations, donc avec des prestataires, avec des partenaires, avec des collaborateurs, ils ont mené toutes les phases de développement d'un médicament, à savoir de la phase préclinique jusqu'à le remplissage d'un dossier réglementaire déposé par Sanofi aux autorités de régulation et à l'Agence européenne du médicament. Donc c'était il y a 2 ans. Et ils ont obtenu, puisque toute la phase de développement a été un vrai succès, ils ont obtenu donc l'autorisation de mise sur le marché en novembre 2018. Du coup, comprenez, c'est vraiment, on passe, ce processus a pris 10 ans, a coûté évidemment plusieurs millions d'euros. Je tiens à préciser que l'AFD n'a pas entièrement financé, qu'il y avait évidemment des cofinanceurs et d'autres partenaires techniques et financiers qui se sont associés à l'AFD. Et donc, c'est vraiment... ça a révolutionné la prise en charge. Pourquoi ? Parce que le fexinidazole, c'est quel type de traitement ? C'est un comprimé par voie orale pendant 10 jours. Donc on est passé de Melarsoprol à une association par perfusion à un traitement oral qui peut être pris dans les 2 phases, c'est-à-dire aussi bien au stade 1 qu'au stade 2, à n'importe quel moment de l'infection, et qui donne une guérison complète avec peu d'effets indésirables. Donc là, on se rend bien compte un peu du changement complet de prise en charge et révolutionnaire qu'on a sur ce sujet. Et on vient d'ailleurs de signer une nouvelle convention de financement parce qu'ils souhaitent encore aller plus loin. Et ils ont en ce moment un programme de recherche sur une autre molécule qui s'appelle l'acosiborole. Et que si les dernières phases sont concluantes, pour l'instant, ils ont passé toutes les phases précliniques et les phases 1, 2 et 3. Ils sont vraiment dans les phases très late stage sur la pré-réglementaire. Ce serait un comprimé, ce serait une dose unique à n'importe quel stade, avec une guérison totale des malades. Donc on passe, voilà, c'était vraiment un exemple concret sur la maladie du sommeil où il y a encore 25 ans, on n'avait aucun traitement ou alors des traitements toxiques. Et là, grâce à un modèle innovant basé sur l'open innovation, sur des collaborations externes,
on peut s'intéresser à des maladies négligées et on peut révolutionner la prise en charge de ces maladies. Et aujourd'hui, on parle même d'éradication de la maladie du sommeil. On arrive là seulement à quelques centaines de cas quand on avait des dizaines de milliers auparavant. Sachant que ça se concentre essentiellement en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Et donc là, le fexinidazole est en train d'être déployé. Donc les programmes nationaux sont en train de former les personnels de santé. Donc Sanofi produit le fexinidazole, le donne à titre gracieux à l'OMS. C'est MSF et l'OMS qui se chargent de la partie logistique de l'envoyer dans les pays. Donc en ce moment, c'est en RDC. Ils ont obtenu l'enregistrement du fexinidazole en RDC, donc en République démocratique du Congo et en Guinée, les deux pays qui sont le plus majoritairement touchés. Et donc les programmes nationaux mettent à disposition le fexinidazole auprès des centres diagnostiques. Voilà. Merci. Je vois que M. Johnson voudrait réagir. Oui. Et pendant que vous réagissez, du coup, je voudrais rajouter une petite question. Merci beaucoup, ça explique bien, je pense, la problématique aussi des maladies négligées, avec plusieurs points importants dont vous avez parlé. La notion du prix. On a parlé bien évidemment des programmes nationaux tout à l'heure en disant qu'on s'attendait à ce que les pays investissent. Mais c'est vrai que si les produits sont chers et assez peu efficaces, c'est aussi plus compliqué de faire ce type d'arbitrage-là. Globalement, il me semble que les populations aussi payent beaucoup de leur poche ces traitements, donc l'importance d'avoir des produits accessibles et adaptés, puisque bien évidemment, dans les pays à ressources limitées, on a besoin de produits qui soient faciles à administrer, faciles à prendre aussi pour les personnes, pour améliorer bien aussi l'adhérence en fait à ces traitements-là. Donc voilà, c'était juste pour faire une petite synthèse sur les points que vous avez mentionnés. Je vous remercie beaucoup parce que les points que vous avez mentionnés sont des points extrêmement importants, à savoir que l'innovation et la recherche doivent être mises au profit des activités de terrain. Je voudrais partager avec vous un témoignage. Quand moi j'avais commencé il y a 20 ans par travailler dans l'UCED Bourouli, le traitement était uniquement chirurgical. C'est-à-dire que quand par exemple un enfant de 5-10 ans a une plaie, je devrais faire une excision large, même dans le tissu sain. Ensuite, je dois aller prélever une partie de peau saine pour faire une greffe de peau. C'était le traitement au début. Et puis, qu'est-ce qui a été fait exactement pour rebondir sur ce que vous avez dit? On a essayé de voir dans l'arsenal des médicaments moins chers disponibles, lesquels sont efficaces sur le gène, en tenant bien compte de l'efficacité, mais également nous sommes partis du principe qu'il ne faut pas une médecine au rabais pour les pauvres. Donc il faut l'exigence de la science, l'exigence de la qualité. Et on a identifié une association qui est très efficace, mais malheureusement qui combine un produit oral et une injection. Et donc du coup, je me suis trouvé dans la situation où il faut faire une injection aux enfants tous les jours pendant 2 mois. Et je peux vous dire que ce n'est pas quelque chose de facile. On pique partout, dans les fesses, dans les bras, un peu partout. Est-ce qu'on peut s'arrêter là? Non. Et puis donc, du coup, nous avons continué la recherche et on a essayé de dire la priorité, ce sera de mettre en place un traitement complètement oral. Ce traitement complètement oral doit être efficace et à bon marché. Une autre recherche s'est mise en place et nous avons financé, la Fondation a financé en collaboration avec l'OMS un essai clinique et nous avons mis en place un traitement complètement oral, cette fois-ci sur 8 semaines. Et puis toujours dans le sens de l'amélioration continue, nous avons, et ce traitement oral continu, c'est 2 mois. Donc il faut quand même donner des médicaments tous les jours pendant 2 mois. Et toujours en améliorant, nous avons essayé de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc actuellement, nous nous apprêtons à lancer un nouvel essai clinique, une nouvelle recherche pour raccourcir le traitement de 8 semaines à 4 semaines en utilisant des antibiotiques accessibles qu'on peut trouver en générique sur le marché. Si je prends un autre exemple un peu pour appuyer ce que vous avez dit, le traitement de la lèpre que nous avons aujourd'hui, qu'on appelle la polychimiothérapie, qui est une association de 3 antibiotiques, date des années 80. Et c'est un traitement qui dure 12 mois pour les formes graves. Je me suis toujours amusé à dire, si moi qui suis ici, j'avais la lèpre et que je devais avaler 6 à 8 comprimés tous les jours de ma vie pendant 12 mois, est-ce que ce serait possible? Et donc, toujours dans le sens d'améliorer les traitements pour les communautés, nous mettons en place aujourd'hui une recherche avec des médicaments accessibles qui ont déjà fait leurs preuves dans d'autres maladies comme la tuberculose
Et nous sommes en train de lancer actuellement à Bamako une recherche où on veut raccourcir la durée du traitement de 12 mois à 2 mois. Donc, c'est dire que l'innovation, la recherche doit forcément être au profit de la communauté et des malades. Dernier point, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une situation où, même pour aller déployer des stratégies dans les communautés, ça coûte de l'argent. Un jour, je me suis retrouvé en face d'un décideur qui me dit, si tu étais à ma place, qu'est-ce que tu ferais? Tu vas déployer tes énergies pour examiner 10 000 personnes et dépister 30 cas. Quelle est la réponse à ça? Eh bien, ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est la mise en place des stratégies transversales. Et aujourd'hui, nous faisons ce que nous appelons le dépistage intégré. Donc, quand on va dans une communauté, on va dépister la trypanosomiase humaine africaine, on va dépister la géohelminthiase, on va dépister la lèpre, on va dépister l'ulcère de Buruli, on va dépister les maladies de peau d'une façon générale. Et donc, on améliore l'efficience de nos systèmes d'intervention. Et comme cela, on renforce le système de santé à la base et on adhère les communautés aux stratégies. Donc, c'est dire que nous sommes en présence de maladies très difficiles, mais la recherche, l'innovation et l'engagement de faire des progrès doit toujours nous guider. Et avec ça, on doit pouvoir relever les défis qui se posent. C'est ma petite contribution que je voudrais faire pour rebondir justement sur ce que vous avez dit. Merci beaucoup. Je pense qu'on va s'approcher de la conclusion et on va vous laisser la parole quand même pour des questions. En tout cas, ce que vous dites, c'est que finalement, ce qui est intéressant dans ce qu'on est en train de développer ici et de déployer, c'est que il y a beaucoup de recherches et beaucoup de solutions qui peuvent être trouvées à partir du terrain, à partir des patients, à partir des réalités des opérateurs. D'ailleurs, je voulais faire le lien quand même avec les volumes de financement en recherche et développement qui sont sur ces maladies-là, majoritairement philanthropiques et publics, et très très peu finalement du côté de l'industrie. Et on voit bien que finalement des gens qui ne sont pas forcément des spécialistes en fait, de la production de médicaments peuvent, en associant toutes leurs capacités, développer et des stratégies d'intervention et des médicaments qui soient abordables et adaptés en termes d'administration à ces populations. Et c'est un service rendu à l'humanité en général qui se produit quand justement un nouveau médicament est découvert. Je vais vous laisser la parole. Est-ce que vous avez des questions? Si tout le monde est d'accord, sauf si... on va vous laisser la parole. Avez-vous des questions? C'est un peu technique, mais j'espère très intéressant. Oui. Vous êtes le bienvenu. Merci. Docteur Thibault, je suis le président de la Fondation Raoul Follereau, le président du conseil de surveillance. Et je devais faire une petite présentation de Christian et de la Fondation Follereau que je ne peux pas faire puisque retard, les embouteillages parisiens, les embarras de Paris sont réels. Voilà, je pense que je suis arrivé au moment de l'intervention de Mme Crochon. Je pense qu'elle a fait quand même un discours sur les dérivés arsenicaux qui était un petit peu catastrophique. Sur les dérivés arsenicaux dans le traitement de la trypanosomiase africaine. Je crois que la première mise en place des traitements de la trypanosomiase africaine a été les tentatives d'éradication de la mouche tsetse dans les zones de marigots qui existaient. Alors je ne sais pas si vous l'avez mentionné, mais c'était vraiment et on est arrivé quand même à une grande victoire dans certains pays. Je pense au Cameroun, par exemple, où il n'y avait quasiment plus de foyers de mouche tsetse ni de trypanosomiase grâce à l'éradication des foyers de mouche tsetse qui étaient relativement faciles à faire et qui nous ont quand même évité les dérivés arsenicaux. Ceci dit, je pense que vous dites que l'injection était effectivement très douloureuse, mais il ne revenait pas souvent se faire 2 injections. Mais il n'y avait quand même pas un mort sur 10. Voilà. Oui, merci. C'était entre moi, en tout cas de littérature, entre 5 et 10%, ça dépend. Mais et après, effectivement, j'ai pas parlé de la lutte vectorielle parce que c'est pas là-dessus que nous on est intervenu avec DNDi. On était vraiment sur l'aspect du traitement et pas de lutte vectorielle. Mais évidemment, il y a aussi, et d'ailleurs avec l'IRD, dans les centres au niveau des centres, enfin des zones marécageuses, au niveau des mangroves ou dans les zones rurales, il y a évidemment eu des campagnes massives de lutte vectorielle. Mais nous, on s'est spécialisé, enfin on s'est spécifiquement focalisé sur le traitement. Je pense que la lutte vectorielle était la première des choses à mettre en place. Mais elle est aussi, enfin, je veux dire, elle est combinée. Voilà. Mais disons que là, le programme que je soulignais n'avait pas ce volet lutte, vectorielle. Merci beaucoup. Monsieur, vous aviez une question?
Pour revenir un petit peu sur des questions un peu de géopolitique, il y a eu la reconstitution du Fonds mondial. Cette année, ça va être Gavi, l'année prochaine United. Est-ce que quelque part, la France finance un peu trop des grosses organisations où finalement les industriels sont quand même déjà bien placés, où les marchés sont bien établis, ou à défaut de financer justement des maladies un peu trop négligées? Enfin, est-ce que c'est encore le cas? Est-ce qu'il y a quand même assez d'initiatives, assez de financement pour ce genre de maladies? Enfin, en termes géopolitiques, est-ce qu'il y a trop de concentration des financements ou pas? Effectivement, vous me donnez l'occasion de développer un peu la stratégie d'intégration dont je parlais. Il y a eu le fonds Gavi, le fonds mondial pour la tuberculose, le sida et le paludisme. Et ce qu'on a constaté, c'est que ces ressources, qui sont des ressources énormes, sont déployées de façon verticale. Et justement, le combat que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous voulons faire en sorte que ces ressources soient intégrées. Parce que figurez-vous, c'est dans les mêmes communautés où il y a la tuberculose, il y a le palu, qu'on a également les maladies tropicales négligées. C'est les mêmes agents de santé qui vont soigner la tuberculose, le sida et le paludisme. Ce sont les mêmes agents de santé qui vont soigner les maladies tropicales négligées. Alors pourquoi travailler en silo ? Pourquoi travailler en silo et utiliser les ressources de façon verticale? Les laboratoires qui vont dépister la tuberculose, ce sont les mêmes laboratoires qui vont faire les examens directs pour la lèpre. Donc le combat aujourd'hui, c'est la mutualisation des ressources. C'est le grand combat. C'est les mêmes communautés co-endémiques. Ce sont les mêmes agents de santé. Ce sont les mêmes ministères de la santé. Donc tout le combat, et là encore, il y a un champ pour de la recherche de terrain, de la recherche opérationnelle, c'est le combat de l'intégration et de la mutualisation des ressources à travers les stratégies dites transversales. C'est ce que je voudrais répondre. Et c'est vrai d'ailleurs qu'on commence à voir cette volonté d'essayer de mutualiser, notamment dans le renforcement des systèmes de santé, de tous ces mécanismes extrêmement verticaux. Cela dit, en termes de recherche et développement sur les maladies tropicales négligées, il y a eu, depuis ces dernières années, avec la déclaration de Londres, etc., une augmentation des volumes financiers dans ce domaine-là. Et puis, on est arrivé à un plateau et j'ai l'impression que ça descend un petit peu si les informations que j'ai lues dans ce domaine sont justes. On aura d'ailleurs un rapport, le Gene Finder, qui devrait sortir dans les jours qui viennent, je pense, et qui donnera les dernières informations sur les tendances en recherche et développement sur ces maladies-là. Oui. Effectivement, dans le groupe des maladies tropicales négligées, nous avons deux grands groupes. Les maladies que nous appelons contrôlables par la chimioprophylaxie de masse et les maladies qui sont contrôlables par la chirurgie, la prise en charge individuelle des cas. Ce qu'on a constaté, effectivement, c'est que les maladies qui sont contrôlables par la chimioprophylaxie de masse ont eu des financements. Donc, c'est à cause de la cécité des rivières où il faut distribuer de l'iverméctine dans les communautés, les géohelminthiases où il faut distribuer de l'albendazole dans les communautés. Ces maladies ont eu beaucoup de financements. Et ce qui nous ramène encore à la stratégie de l'intégration, ces financements, ces communautés qui sont formées, ces relais communautaires qui dépistent la filariose, qui dépistent l'onchocercose, qui travaillent à la distribution des médicaments, pourquoi ne pas utiliser les mêmes ressources pour avoir plus d'efficience? Et ça, c'est une mobilisation que nous devons faire, et je crois que académiques, décideurs, fondations, nous devons tous faire un plaidoyer très fort pour que ces ressources qui sont rares, certes, et qui sont disponibles, que nous puissions les mutualiser pour avoir plus d'efficience et de cohérence. Et ça éviterait d'ailleurs qu'il y ait des maladies négligées au sein des maladies tropicales négligées. Alors, il y a plusieurs questions. Si vous me permettez, je vais... Alors, vous avez... Juste rebondir sur la question qui a été posée sur les grands programmes, notamment le Fonds mondial tuberculose, sida, paludisme. Moi, pour avoir travaillé pendant 20 ans sur sida et tuberculose en Afrique, on a vu venir ces financements avec un grand intérêt. Mais par contre, ça a déjà été dit, mais cette verticalisation à outrance a déshabillé d'autres programmes. Je pense à beaucoup de pays qui avaient des associations, par exemple des programmes tuberculose et lèpre. On a carrément bouté la lèpre en dehors de ces programmes. Et aujourd'hui, on a dans beaucoup de pays qui sont appuyés par le Fonds mondial, on constate des sous-décaissements majeurs, on constate des
des programmes qui sont poussés en permanence à justifier leur financement et leur décaissement au détriment souvent des actions de terrain. Et surtout, en conclusion, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a tendance maintenant à travailler sur des maladies et à oublier qu'on doit travailler sur des malades et sur des populations. Vous avez cité le mot de renforcement des systèmes de santé. Les tentatives à travers ces fonds mondiaux de dire on va faire des renforcements du système de santé, elles ont échoué. Et aujourd'hui, on centralise. Malheureusement, moi je suis très impliqué dans les maladies tropicales négligées, mais encore une fois, il ne faut pas oublier que derrière les maladies, il y a des patients. Et en Afrique et dans les pays où on travaille, on oublie que les systèmes de santé sont détériorés, que les populations n'ont pas accès aux soins. Et à un moment, il faudrait dire, ce n'est pas des maladies qu'on soigne, c'est des malades et c'est des populations. Tout à fait. Juste rebondir sur ce que vient de dire monsieur, c'est qu'effectivement, on passe de petit à petit du paradigme de maladie négligée à population négligée. Et c'est notamment le cas, même pour une maladie qui n'est pas négligée, le VIH. Par exemple, est-ce que vous avez des formulations pédiatriques qui sont disponibles ? Pratiquement zéro. Vous avez une association de 5 antirétroviraux à prendre pour des nouveau-nés et des jeunes enfants qui sont sous forme buvable ou qui sont sous forme de comprimés pas du tout adaptés pour une prise médicamenteuse. Et même sur la tuberculose. Donc effectivement, ces fonds ne contribuent pas, ou en tout cas vont essayer à l'avenir de le faire, d'être moins verticalisés et de participer au repensement des systèmes de santé. Mais je tiens juste à préciser une chose, c'est que effectivement la France, elle a 2 modes d'action. Elle a ses actions multilatérales, où là, elle finance le Fonds mondial et d'autres fonds internationaux multilatéraux. Et nous, on est l'agent bilatéral. Et on n'opère pas du tout de la même manière. Et on dépend très peu du budget de l'État, au final. On est une banque, donc on place sur les marchés financiers, etc. On dépend très, très peu, hormis de la subvention. Pardon. Non, et donc du coup, on dépend de la subvention, et la subvention, la plupart des subventions vient directement dans les secteurs sociaux, parce que les États ne s'endettent pas sur des secteurs sociaux. Et donc la majorité du don qui est fait et qui est pris sur le budget de l'État français est utilisé sur les secteurs sociaux, donc santé, protection sociale, éducation. Voilà. Merci. Monsieur, bonsoir. Vous avez le micro. Ça y est. Merci. Parfait. Marlène Combe, je travaille auprès de la présidente d'United. Donc, tout ce que vous disiez sur DNDi me résonne beaucoup aussi. Deux questions très rapidement. Vous avez d'abord évoqué l'absence d'intérêt ou d'investissement dans la R&D de la part notamment du secteur privé. Je voulais savoir dans quelle mesure ça avait pu conduire à une augmentation du prix des médicaments bien plus importante parfois que l'augmentation qu'on a pu constater sur d'autres médicaments pour d'autres maladies. Et une deuxième question, à l'heure où la CSU est un peu le mot d'ordre de beaucoup de politiques de santé mondiale, les 16 indicateurs pour mesurer la CSU ne prennent pas en compte à ce stade les maladies tropicales négligées. Et donc, selon vous, dans quelle mesure ça devrait être le cas, et surtout comment mieux intégrer ça, d'une part, à la mise en œuvre de la CSU, et en quoi la CSU pourrait permettre aussi de mieux lutter contre ces maladies. Merci. Qui veut répondre à la question de la CSU, qui a bon dos, il faut le dire quand même, sur tous les sujets? Non, peut-être sur la première question, je ne sais pas si j'ai bien compris. Sur le prix du médicament, en fait, il n'y a même pas de prix, puisqu'il n'y a pas de... Souvent, en tout cas dans le cas de DNDi, il n'y a déjà pas d'arsenal, ou un arsenal thérapeutique qui est relativement faible, où c'est des vieilles molécules qui n'ont peu ou plus d'intérêt pour les grands industriels et qui sont des molécules chimiques. Donc l'outil industriel est peu coûteux et peu complexe. Et là, pour le coup, sur ce fexinidazole, ce que je disais, ils font la production à titre gracieux, ils intègrent ça dans leur politique RSE. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai bien compris la question d'augmentation. Pour moi, il n'y a pas d'augmentation, il y a peu ou pas d'arsenal, en tout cas sur les maladies que j'ai citées en lien avec DNDi. Après, Pardon ? Non, parce qu'en fait, l'objectif de DNDi, c'est vraiment de s'intéresser aux maladies où il y a peu ou pas d'arsenal thérapeutique. Et donc, en fait, ils absorbent tous les frais et toute la difficulté de la chaîne de développement d'un médicament. C'est-à-dire qu'ils vont partir des phases précliniques, ils vont faire les phases cliniques jusqu'à l'enregistrement. Et en fait, tout ça est absorbé par leur financement. Donc, les industriels, eux, n'investissent pas.
ils mettent à disposition la molécule et derrière ne s'engagent à ne pas exiger une licence exclusive après sur la commercialisation de ce médicament, mais ils n'investissent pas dans les phases de développement de ce traitement. Et ça, c'est DNDi qui, grâce à ses partenaires, à ses collaborations, met en place tout ce développement. Voilà. Je voudrais rebondir sur la question de la couverture sanitaire universelle pour dire qu'effectivement, c'est l'une des réponses aujourd'hui qui est en vogue au renforcement du système de santé. Parce qu'on s'est bien rendu compte qu'après l'initiative des soins de santé primaires, il faut forcément aujourd'hui aller à la couverture sanitaire universelle. Pour ce qui concerne les maladies tropicales négligées, les initiatives ont été au cas par cas. Au cas par cas. Je prends par exemple le cas du Ghana, où ils ont réussi à mettre sur la liste des maladies gérables au niveau de la couverture sanitaire universelle certaines maladies tropicales négligées. Pour d'autres maladies tropicales négligées, pour lesquelles le traitement est très lourd, ce n'est pas encore le cas. Mais pour d'autres, le trachome, pour d'autres, les géohelminthiases, pour un certain nombre, où c'est possible et contrôlable par les médicaments essentiels à la base, ces maladies ont pu être mises sur la liste de la couverture sanitaire universelle. Mais à l'inverse, ou du moins ce qu'on peut dire, si on réussit le pari de la couverture sanitaire universelle, c'est qu'on a le renforcement du système de santé. Si on a le renforcement du système de santé, eh bien, on aura une meilleure prise en charge des maladies tropicales négligées qui seront peut-être moins négligées parce qu'au finish, ce qui est important, ce sont les malades et non les maladies. Merci. Merci. Peut-être Fanny, juste rajouter quelque chose sur la CSU. Non, mais finalement, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Dr Johnson. Le fait vraiment de retenir que c'est à géométrie variable, que c'est une norme vraiment édictée au niveau international de manière très très forte, la nécessité d'avoir des soins de santé accessibles, de manière équitable et de qualité pour tous. Mais effectivement, il y a des questions d'interprétation et surtout dans la mise en œuvre de cette couverture sanitaire universelle. C'est un long chemin, comme le dit l'OMS elle-même. Et puis, c'est des questions, des priorités politiques, effectivement, qui sont édictées selon les pays. Pour les pays sahéliens que je connais, ça va de la gratuité de la césarienne pour les femmes enceintes à des choses vraiment, c'est des paniers de soins très différents qui sont eux-mêmes héritiers des précédentes politiques d'exemption des soins qu'on a mis en place. Voilà. Donc, et je rejoins tout à fait Dr Johnson pour dire que la priorité, c'est comment les gens vont financer leurs soins, parce que ça ne sera jamais complètement gratuit ou tout complètement gratuit, et comment on va rendre vraiment attractifs, désirables les soins des centres de santé, donc comment on va renforcer encore les structures. Monsieur ? Bonsoir. Moi, j'avais une question peut-être un peu plus géopolitique et même peut-être un petit peu plus cynique, mais puisqu'il s'agit de marchés non solvables dépendant d'acteurs caritatifs ou d'acteurs publics, est-ce que vous avez déjà été témoin ou à minima est-ce que vous craignez que le financement de recherche et développement ou de Mass Drug Administration, enfin de traitement, de gestion des maladies tropicales négligées puisse être utilisé comme un levier par puissance X et Y envers des gouvernements, par exemple d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique centrale, ou même en termes d'image vers les populations concernées, ou pas du tout. Disons, pas avec la France pour avoir un regard plus extérieur, mais de manière générale. J'ai pas tout à fait compris la question. Comme utiliser contre quoi exactement ? Que le financement par un acteur public étatique d'un pays important pour des programmes de recherche et développement ou de distribution de traitements de maladies tropicales négligées puisse être utilisé comme un levier pour améliorer son image dans un pays africain ou pour convaincre, améliorer, disons, les relations avec tel ou tel gouvernement. Bon, je crois que c'est toujours un peu le cas, non ? Ça s'appelle la diplomatie économique. Après, ça prend selon les pays, en fait, ça prendra une importance plus ou moins forte, mais je pense que il y a toujours une forme d'utilisation, y compris de la générosité des États, si je peux me permettre en langage plutôt diplomatique.
et des logiques d'influence. Il y avait, je crois, pardon, madame, et après monsieur. Allez-y. Oui, bonjour. Je voulais savoir s'il y a des maladies tropicales négligées qui ont des incidences psychiatriques. Oui, il y a beaucoup de maladies tropicales négligées qui ont une influence sur la santé mentale. Hein. On a parlé de la maladie du sommeil, ça a été démontré. Il y a également actuellement beaucoup de recherches qui se font sur l'handicap mental provoqué par la lèpre, par exemple. Ça commence par être documenté. Et tout ce qui est dépression et qui résulte de l'atteinte psychologique induite par les maladies tropicales négligées. Et aujourd'hui, c'est un boulevard et un champ de recherche, justement, parce que si on quitte l'hypothèse qu'on ne veut pas tuer une bactérie, mais qu'on veut soigner des gens, à ce moment-là, on se rend bien compte que ces dimensions qui ont été négligées jusqu'à aujourd'hui, ces dimensions prennent de l'importance. Et donc, le retentissement mental est très important aujourd'hui comme composante et conséquence des maladies tropicales négligées. Merci. Pardon, il y avait... Je veux dire un mot sur le fait même que la santé mentale, en tout cas en Afrique, est une maladie négligée et dont l'importance est vraiment faramineuse en fait, et aussi une conséquence des systèmes économiques et sociaux très délabrés qui font que les gens sont vraiment littéralement fous de tout ça aussi, quoi. Ouais. Allez-y, monsieur. Bonsoir. La lutte contre les maladies tropicales négligées est imminemment politique. En 2002, les donateurs, l'OMS et le gouvernement ont pris un engagement, à savoir la déclaration de Londres. Quelle a été donc la portée de cet engagement? Quel bilan faites-vous? Et puis ma deuxième question, quelles sont donc les actions à mener pour un plaidoyer efficace? Et comment remettre cette problématique dans l'agenda politique? Merci. Effectivement, la déclaration de Londres a été un élément important dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. Je peux dire que l'impact de la déclaration de Londres, on peut l'évaluer de deux manières. La déclaration de Londres a eu un impact certain sur les maladies contrôlables par la chimioprophylaxie de masse. D'accord ? Il y a eu beaucoup de fonds qui ont été mis en place pour le trachome, pour les géohelminthiases, pour l'onchocercose. Et ces maladies, pour vous donner une idée, grâce à des interventions des firmes pharmaceutiques, ont donné gratuitement des médicaments. Le PIAN vient de bénéficier également d'une donation d'azithromycine. L'albendazole est donnée gratuitement. Donc la déclaration de Londres a eu un impact sur ces maladies. En revanche, pour les maladies tropicales négligées contrôlables par la prise en charge des cas, c'est encore le parent pauvre. D'où ce que nous avons dit tout à l'heure, que parmi les maladies tropicales négligées, il y en a qui sont encore plus négligées que d'autres. Voilà. Les actions de plaidoyer. Les actions de plaidoyer, je peux faire un témoignage par rapport à ce que nous avons fait, par exemple. En 2009, pour rebondir un peu sur l'importance des actions de plaidoyer, en 2009, nous avons fait une déclaration qu'on a appelée la déclaration de Cotonou. Au cours de cette déclaration, nous avons réuni tous les chefs d'État du Ghana, du Togo, du Bénin, pour leur dire, écoutez, ce sont vos populations. Ce n'est pas seulement les fondations caritatives qui vont donner de l'argent. Mobilisez-vous aussi. Donc, à côté des fondations comme les nôtres qui se battent, et aussi, c'est aussi notre rôle d'éveilleur de conscience, de travailler pour inciter les gouvernants aussi à travailler pour les maladies tropicales négligées. En 1998, il y a eu la déclaration de Yamoussoukro. En 2009, il y a eu la déclaration de Cotonou. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec vous que les actions de plaidoyer, c'est extrêmement important pour mobiliser les énergies. Et ces actions de plaidoyer, ce n'est pas seulement pour mobiliser des fonds. C'est aussi pour nous faciliter le travail sur le terrain. Parce que, je vous donne un exemple tout simple. Vous déployez de l'énergie, vous formez des agents de santé. Ça vous coûte de l'argent. Mais le politique, il peut intervenir et affecter ces agents de santé à d'autres causes. Et tous les efforts que vous avez déployés seront vains. Donc, les actions de plaidoyer, ce n'est pas seulement pour mobiliser de l'argent, mais c'est aussi pour leur dire, restez de notre côté et soyez à notre écoute et accompagnez-nous. Si vous allez dans une communauté pour faire du dépistage actif,
Si vous y allez seul, vous pouvez avoir beaucoup de difficultés. Mais si le politique vous soutient, si le maire vous soutient, si le ministre vous soutient, si le président dit que c'est une priorité nationale, tout va changer. Donc, les actions de plaidoyer, c'est aussi important que la recherche et le développement, que les médicaments, que les actions purement de soins. C'est le témoignage que je voudrais faire. Merci. Merci Christian. Je crois qu'on me fait signe de conclure en fait cette soirée. Merci à la Fondation Raoul Follereau. Merci à vous Christian Lesondre avec tout ce qui s'est passé pour arriver jusqu'à nous. Merci Sarah de l'AFD. Merci Alexandra d'avoir partagé votre expérience et aussi Fanny de l'IRD. Merci à vous d'être venus, d'être restés attentifs aussi sur ce sujet qui est assez technique mais qui recouvre beaucoup de sujets de plusieurs plans qu'on pourrait aborder en détail les uns après les autres pendant plusieurs jours d'ailleurs. Ce qui nous amènera à organiser une prochaine conférence, n'est-ce pas Christine, Sylvie et Delphine. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. Passez une bonne soirée. Si vous avez quelques questions à poser à côté, nous sommes encore là. 5 minutes. Merci.